Vous ne verrez plus jamais vos déchets de la même manière grâce à William Amor. En cas d'urgence écologique, la même question revient sans cesse. Que faire de ces matières non nobles, trop banales? L'upcycling apparaît comme une réponse, mais apporte-t-il toujours des garanties esthétiques? Peut-on vraiment créer du bois à partir de ce qui, en apparence, n'en contient pas? Un cheminement que William Amor incarne à lui seul. Plasticien autodidacte, ennoblisseur de matières délaissées, il métamorphose sacs plastiques, mégots, en fleurs, avec une finesse presque joaillière. Après des années à affiner son savoir-faire, il se lance dans une aventure qu'il nomme les créations messagères. L'écho ne tarde pas, des maisons prestigieuses s'emparent de son langage. Nous le retrouvons dans les rues de Paris, là où il déniche ses matériaux, prêt à nous dévoiler sa philosophie. Donc, dans ma philosophie, justement, le déchet n'existe pas. Je pars du principe que c'est vraiment une invention humaine, surtout dans l'urbain, donc ici dans les rues de Paris. J'aime cette idée que quelque chose qui est jugé sans valeur, négligé, au final avec un autre regard, puisse être sublimé et avoir ce rendu précieux. Le cœur de ma philosophie, c'est rompre avec le jugement de valeur. On a jugé ça sans valeur, alors qu'avec réflexion, le plastique, ça vient d'où? Ça vient de l'origine du pétrole, donc c'est une ressource fossile. J'aime bien l'appeler le jus de dinosaure. Si on doit donner une échelle de valeur, ça a la même origine que l'or ou que le diamant. Donc pourquoi pas au final lui donner autant de préciosité? Tout a un potentiel, c'est-à-dire que quand je vois par exemple le film plastique, donc déjà une matière increvable, avec justement une texture lisse, qui est transparente. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu le film plastique, je trouvais que ça avait la texture et le rendu d'une pétale de fleur, le côté fragile, le côté, cette translucidité. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de se dire justement, de regarder les choses autour de moi et de voir du merveilleux. Je vois un peu à la Tim Burton, de se dire qu'au final, un vieux sac poubelle dégueulasse qui erre, ouais, c'est vrai que moi, je vois des pétales de coquelicot. Alors, c'est sûr qu'avant d'arriver aux pétales de coquelicot, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Avant d'aller à l'atelier, un passage dans la matériothèque semble obligatoire. Il y a de quoi surprendre. On va voir vraiment de tout. On va voir des chutes de moquettes, des vieux Scooby-Doo, du PVC, des déchets médicaux, du métal, des perruques, des plumeaux à poussière, des éléments organiques, du bois, des feuilles. Quand j'ai au final une commande, je regarde ce que j'ai dans ma caverne et il y a des choses que j'ai collectées depuis il y a 10 ans et que j'ai pas exploitées parce que j'ai pas eu l'occasion. Et en fait, le projet m'amène à expérimenter dessus et c'est génial. William Amor est-il un artiste ou un artisan? Difficile à dire. Et lui, qu'en dit-il? Je me sens les deux, pareil, je suis contre le jugement de valeur, donc pour moi, un artisan est un artiste. C'est dans les métiers d'art qu'on va passer un temps long pour arriver à l'excellence. Justement, c'est toutes ces heures passées, c'est cette maîtrise du geste qui va en fait métamorphoser un matériau brut en une pièce d'exception. Je vais pouvoir m'inspirer des outils du métier de parerie florale et on va pouvoir aussi emprunter les gestes de brodeur ou alors de joaillier, de plumassier, de marqueterie. C'est vrai que je m'inspire de ces savoir-faire d'exception et après, moi, je pars à l'aventure. Et c'est à la fleur qu'il a voulu dédier cette aventure. Elle permet de traduire toute sa sensibilité. Pour moi, la fleur, c'est la référence de la beauté naturelle. C'est-à-dire que la plante, le végétal, a imaginé quand même la fleur pour séduire. Parce qu'au final, la fleur n'est juste un apparat pour attirer la petite abeille et se reproduire. Et donc, la plante a imaginé la beauté. Rien que cette poésie-là, c'est ce qui me parle. Et je trouve que justement, ce qui est jugé sans valeur, avec une image négative, vilaine, sans esthétique, qui au final va se transformer et se rapprocher de la beauté de la fleur, je trouve que, en tout cas, c'est vraiment le sens même de la poésie. Une poésie qui a convaincu de très belles maisons. Donc là, c'est un peu l'expression de la rose, travailler autour du sac plastique. Donc là, c'était vraiment les films, les déchets de la maison Lancôme. On a fait une œuvre exceptionnelle où, pour le coup, j'avais carte blanche. Et j'ai appelé cette œuvre le théâtre de la métamorphose. Donc c'était assez génial, c'est une exposition à Shanghai. La rose est le symbole de cette maison. Donc là, on est vraiment sur la rose anglaise, la rose ancienne. Je suis un amoureux des fleurs, donc je les connais par cœur.
Le coquelicot, pour le coup, c'était un de mes premiers projets avec une grande maison, donc la maison Kenzo, pour le parfum Flowers. Dans cette pièce, on retrouve le rendu de ce sac plastique. Il est travaillé en plissé pour avoir vraiment le côté froissé d'un pétale. La tranchosité de la matière m'a vraiment fait penser aux pétales de ces coquelicots, parce qu'il y a tout ce côté, justement, cette fragilité de cette fleur. Et il a été associé pour simuler les étamines et les pistils des fleurs avec des filets de pêche ramassés sur les plages. Et quand on lui demande de collaborer avec une marque de champagne, il décide d'aller travailler la matière organique. J'aime aussi challenger mon commanditaire en lui demandant, même le déchet le plus improbable, que je cherchais à faire une parure royale et je voulais quelque chose pour simuler les pierres précieuses. Et donc là, j'ai traité au final le tartrate de potassium, donc le tartre accumulé dans les cuves de champagne. C'était riche de sens de se dire qu'au final, c'était un extrait de champagne qui devenait presque une pierre précieuse. Toujours à l'affût de regards singuliers, la mode a bien sûr été intéressée par son travail, à commencer par le printemps-été 2025 de Balenciaga. Demna, pour le coup, dans sa philosophie, est quand même un des premiers à être dans le détournement de matière. Et donc, il voulait reproduire une robe iconique de Cristobal Balenciaga, mais version Demna, donc avec des matières détournées. Là, je suis parti sur le déchet sac plastique. Et il y a eu toute une phase d'expérimentation qui a été de créer différentes textures qui ressemblent à la plume d'aigrette. L'idée que ça ressemble plus aux ornements initiaux de Cristobal Balenciaga. On a été une équipe d'une dizaine de personnes pendant un peu plus d'un mois. Donc c'était une vraie aventure humaine et challengeante. C'est des milliers d'heures de travail. Il y avait une ambiance qui était, je trouve, assez fantastique. Et donc c'est riche en émotions pour moi et toute mon équipe. C'est quand même une reconnaissance incroyable de mon travail et ce qui nous donne envie d'aller plus loin. Pareil, Olivier Roustin de Balmain aime beaucoup aussi utiliser diverses matières. Donc, c'est de l'art d'art pour un artiste comme moi. Et donc là, il voulait faire une parure avec un rendu justement cristallin. Donc, il a été très attiré par mon travail autour de la bouteille en plastique qui est vraiment façonnée de manière joyeuse et qui a vraiment ce rendu, on dirait, du cristal. Et là, on a fait toute une parure. C'est la chance de travailler avec ces grandes maisons, c'est qu'on peut croiser les univers. Et au final, ce message de rendre esthétique ces déchets, voilà, on va les voir justement dans des univers de création incroyables. Parmi les pièces qui ont marqué son parcours, il y a eu ces lisses réalisées pour Donatella Versace. Démonstration. On est parti du déchet bouteille en plastique. Celui-ci doit être nettoyé. On va créer notre matière première, qu'elle soit propre, exploitable, au final la création d'un ornement. La création d'un ornement, c'est dessiner le gabarit d'un patron que j'ai imaginé, donc qui ressemble à une pétale de lys. Avant sculpture, il faut penser justement que la matière va se rétracter. Ensuite, il y a l'étape de création de couleurs, donc il y a toute une recherche de couleurs. Une fois qu'on a ce qu'on voulait, on va passer pour le coup à l'étape un peu d'orfèvrerie. C'est un peu le préambule, où là, il va y avoir une exécution justement de gravure presque joyeuse. Ensuite, on va vraiment passer du temps sur la matière, par exemple pour la dépolir. Là, ici, je voulais révéler un peu les petites pigmentations du lys. Donc là, on va en fait retirer la matière donc avec des outils un peu de joaillier en quelque sorte. Donc là, pour le coup, c'est un travail ultra minutieux de préparation de l'ornement. Et ensuite, l'histoire est loin d'être finie parce que cette matière va être sculptée parce que là, on n'est pas encore sur le rendu du lys. Donc là, il va vraiment avoir un travail de sculpture à chaud pour vraiment avoir au final les volumes et le rendu d'un pétale de lys. Voilà, comme on peut le voir ici sur un peu une pièce prototype qui a été réalisée. Et là, c'est déjà plusieurs dizaines d'heures de travail. Bien souvent, ce genre de pièces se font vraiment plusieurs jours. C'est surtout de reproduire en fait toute la sophistication du vivant, parce que quand on regarde une fleur, c'est tellement sophistiqué, et en fait, c'est tous ces micro-détails qui amènent à l'esthétisme. Reproduire le vivant, un défi qui hante tant d'artistes, mais que bien peu réussissent, comme lui.